Bonjour, mesdames et messieurs, merci d'avoir attendu. Bienvenue à la session sur les médicaments utilisés lors de la chimiothérapie. J'aimerais vous rappeler à tous et toutes que cette conférence est enregistrée mardi le 17 novembre 2009 à 7h PM. Je donnerai maintenant la parole à Madame Iris Pison. Au Cancer des ovaires Canada, vous souhaite la bienvenue à cet appel de notre session d'information pour les personnes souffrant du cancer et leurs familles. La session d'aujourd'hui sur les médicaments utilisés pour la chimiothérapie, Dr. Anna Tinker, responsable en oncologie à l'Agence de cancer en Colombie-Britannique. Si vous êtes sur le point d'avoir des traitements de chimiothérapie ou avez reçu récemment, vous avez sûrement des questions sur la chimiothérapie et ses effets sur votre santé. Vous avez aujourd'hui l'opportunité parfaite pour écouter ce que Dr. Tinkeler a à dire et lui poser des questions sur les médicaments utilisés pour la chimiothérapie pour le cancer des ovaires du Canada. Je suis Iris Pison, gestionnaire de projet à Cancer des ovaires Canada, Cancer des ovaires Canada, cherche à donner les informations nécessaires aux femmes survivantes du cancer des ovaires, leurs familles et celles souffrant du cancer des ovaires. Si vous avez des questions, posez toutes les questions que vous aurez. Vous pouvez donner un alias à l'opératrice. Vous avez accès à toutes les sessions sur YouTube à www.youtube/cancer des ovaires Canada. www.youtube/cancer des ovaires Canada. La vidéo a été séparée en sessions de 10 minutes pour que ce soit plus facile à écouter et pouvoir retourner où vous en étiez auparavant. S'il vous plaît, inscrivez-vous à YouTube pour avoir accès. J'aimerais reconnaître Lyon Cascope pour son service d'interprétation pour la session d'aujourd'hui et j'aimerais rappeler également à notre présentatrice de parler tranquillement. Et nous sommes contents qu'il y ait aujourd'hui des membres des professionnels de la santé, des familles et des survivantes du cancer des ovaires. Si vous avez des questions, nous vous enverrons également plus tard un formulaire d'évaluation par courriel ou par courrier. Bonne soirée à toutes. C'est un plaisir pour moi de parler avec vous ce soir. Comme Iris a mentionné, je suis une oncologue au centre de cancer en Colombie-Britannique et je suis également professeure à l'Université de la Colombie-Britannique. Je travaille surtout dans le traitement des cancers gynécologiques, mais je passe également une partie de mon temps à faire de la recherche et de l'enseignement. Alors, l'agenda de ce soir est de discuter les médicaments utilisés pour le traitement de chimiothérapie pour le cancer des ovaires. Mon plan était de diviser la présentation de ce soir en 3 grandes catégories. La première étant le type de traitement que vous discutez peut-être avec vos médecins au moment du diagnostic initial. Les types de traitements aux premières apparitions du cancer et ensuite les traitements disponibles lorsque la plupart des médicaments les plus standards cessent de fonctionner. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui arrive lorsqu'une femme est diagnostiquée avec un cancer des ovaires? Le déterminant premier plus important à savoir quel type de traitement lui sera offert est à savoir à quel stade est son cancer. Et ceci, le plus souvent, est suivant une chirurgie. Et les patients sont généralement séparés en l'un de 2 groupes. Ils sont soit en stade 1 ou 2, ou ce que l'on considère les stades plus avancés de cancer des ovaires, qui sont les stades 3 et 4. Les cancers de stade 1 et 2 sont essentiellement des cancers des ovaires qui sont confinés aux ovaires en tant que tels ou seulement à la région pelvique. Ils peuvent s'étendre à l'utérus, au trompe de Fallope, mais ils ne sont pas à l'extérieur de la région pelvienne. Les stades plus avancés, les stades 3 et 4,
euh, signifie que le cancer a été trouvé à l'extérieur de la région pelvienne, soit dans l'abdomen, dans le foie ou les poumons. Les patientes dans les premiers stades, pour une petite proportion, peut-être seulement un 10% de ces patientes, n'ont besoin d'aucune thérapie au-delà de la chirurgie. Et il y a de multiples raisons pour lesquelles celle-ci est la raison, soit parce que le cancer est trouvé très tôt et il ne semble pas avoir un comportement agressif selon l'analyse faite sous microscope. Mais la majorité des patientes avec le cancer de stade 1 ou 2 reçoivent un traitement additionnel et ce traitement est un traitement en plus additionné à la chirurgie. L'objectif de ce traitement est d'améliorer les chances de traiter le cancer, de régler le problème du cancer, et c'est normalement fait à travers de la chimiothérapie et fait avec deux drogues, la cisplatin ou le carboplatin ou le paclitaxel et le docétaxel. Généralement, les femmes utilisent 2 cycles de ces différentes drogues, de ces différents médicaments. La situation requiert un peu plus de discussion avec des femmes qui sont au stade 3 et 4 de la maladie. Une des questions principales après la chirurgie initiale que votre praticien pourrait avoir, c'est quel était le succès de la chirurgie, signifiant combien de cancers résiduels restaient après cette chirurgie initiale. Ceci est déterminé par ce que nous dit le chirurgien. Donc, quand la chirurgie est complétée, quand le chirurgien analyse l'abdomen, il doit ou elle doit indiquer s'il reste du cancer. Des fois, il reste des traces de cancer parce qu'ils sont dans des endroits trop difficiles à atteindre, comme au-dessus du foie ou sous le diaphragme, ou parce qu'ils sont dans des endroits où il est dangereux d'opérer, comme près des vaisseaux sanguins. S'ils voient des restes de cancer qu'ils ne peuvent pas retirer, qu'ils ne peuvent pas enlever, alors la norme est d'informer le praticien de la grandeur des lésions, qu'il voit quelle est la plus grande lésion. Si aucune des lésions ou des marques de cancer sont plus grandes qu'1 centimètre, ça c'est quelque chose d'important à noter de la part du chirurgien. Alors de comprendre combien de cancers résiduels restent après la chirurgie peut guider un peu la discussion autour des prochaines étapes de traitement. Je devrais ajouter ici que tous les centres de cancer à travers le pays ont des approches différentes les uns des autres. Et, et je suis en train de vous parler surtout de l'approche que l'on utilise en Colombie-Britannique. Vous allez peut-être trouver de petites variations entre ce que je vous dis ce soir et ce que votre propre oncologue vous aurait dit. Ça ne veut pas dire que quelqu'un a tort ou raison. Ça signifie simplement qu'il y a probablement plus d'une façon d'approcher le traitement du cancer des ovaires. Quand même, il y a une approche générale qui devrait être plus ou moins universelle à travers le monde en réalité. Alors, chez les femmes qui ont plus d'1 centimètre de cancer résiduel après la chirurgie, s'ils n'ont aucune autre condition ou problème de santé, l'approche standard normalisée après la chirurgie est de 6 cycles de carboplatine et de paclitaxel, comme les patientes de premier et deuxième stade. Chez les patientes qui ont très peu de cancer résiduel, donc rien de plus d'1 centimètre, dans certains endroits à travers le Canada, certains ont adopté la stratégie de donner une chimiothérapie dans la cavité abdominale plutôt qu'à travers les vaisseaux sanguins, qui est normalement la façon habituelle d'administrer la chimiothérapie. Généralement, les médicaments utilisés pour la chimiothérapie abdominale sont soit la cisplatine et le paclitaxel,
ou le carboplatine et le paclitaxel. Il y a des variations au niveau de cette pratique à travers le Canada et je ne veux pas parler trop précisément des spécificités des horaires et des espaces entre les différentes administrations de la drogue. Chaque centre au Canada a choisi un protocole légèrement différent. Ils sont tous probablement aussi bons les uns que les autres.